Salut tout le monde, on est reparti pour une petite demi-heure, trois quarts d'heure aujourd'hui. On va avancer sur notre programme. On avance bien, on a déjà fini la partie, déjà, je relance. Voilà, on en était rendu. Donc on avait géré les settings, vous vous souvenez, on avait mis en place et découvert la mise en place des settings, comment mettre en place ça, comment aller travailler avec le app settings, et travailler en fait avec cette idée que, ben voilà, est-ce que... Là j'ai mis une date de naissance ici vide, donc si je mets ma date de naissance, ça va aller l'enregistrer. Et donc on peut démarrer, on peut faire une nouvelle partie. Et c'est parti, on lance. Donc là, mon personnage, il est où? Il est là. Donc on va faire D. On va essayer à droite, on va essayer à droite et on va attaquer. Ah non, on est mort. Ok, donc l'idée c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque tour de boucle, on va aller enregistrer la partie. Ça va être un point. Mais avant ça, ce que j'aimerais, c'est que mes ennemis, ils se déplacent aussi. Ça serait quand même sympa. Donc c'est ce qu'on va faire en premier. On va aller voir comment déplacer les ennemis. Chaque ennemi va être capable de se déplacer par rapport à là où il est. Et après, l'idée, en fait, c'est qu'il... Pour l'instant, on va faire qu'il n'y a plus d'ennemis à la fin. Puis après, ce qu'on pourra faire, c'est que une fois que les ennemis disparaissent, on pourrait prévenir le spawner pour dire, écoute, il y a un ennemi, il y a deux ennemis qui sont partis, ça te dirait pas d'en rajouter un nouveau? Et donc, voilà, faire apparaître des ennemis petit à petit, vous savez, comme dans les anciens jeux, où on voyait pas, genre Final Fantasy VII par exemple, il suffisait de rester un petit moment sur le même endroit, puis on avait des monstres qui apparaissaient, c'était très pratique pour aller augmenter un peu notre niveau. Ok, donc l'idée, c'est ce qu'on pourra imaginer par la suite. Nous, on va se concentrer sur quoi? Voir comment déplacer les ennemis, et vu qu'on est dans programmation orientée objet, on va chercher la responsabilité. Qui c'est qui sait se déplacer? Eh bien, c'est mon ennemi. Mon ennemi sait se déplacer, et il sait se déplacer comment? À travers une grille. Donc, en fait, il va travailler par rapport à une position donnée, et il va aller sur une position à droite ou à gauche, et puis on va voir qu'est-ce qui se passe s'il sort de sa position. Je vous remontre. On a déjà le problème en fait avec notre personnage. C'est-à-dire qu'ici, si je fais nouvelle partie, d'ailleurs vous avez vu, il ne me redemande pas ce qui est génial, il ne me redemande pas ma date de naissance. C'est le côté pratique. Regardez, si je fais Q, je vais à droite et Q, je vais à droite, boum, j'ai mon programme qui plante, puisque j'ai pas géré le index of outside of the bound of the array. Ok, donc c'est exactement le problème. On va travailler ça tout de suite, et puis après, si on a le temps, on ira travailler l'amorce vers Entity Framework Core. Ouais, ça va être sympa ça aussi. Ok, alors, qui dit là, voilà, je me dis, il y a une fonctionnalité à faire, on crée une tâche qui va être, en tant que ennemi, je vais pouvoir me déplacer, ou en tant que développeur, je vais pouvoir gérer la partie déplacement, ça à vous de voir comment on le voit au niveau business. Là, c'est en tant qu'ennemi, je vais pouvoir me déplacer, je vais chercher la partie ennemi. Donc, je vais du côté application. Alors, soit je vais dans la partie application où j'ai les fights, etc. Ici, le spawner, les règles là. Soit, autrement, c'est le modèle en lui-même qui sait comment se déplacer. Donc, on va aller dans le modèle. Et là, on va dans les caractères. Et dans la partie base caractères, on a une partie update où on peut se déplacer, le move. Et on voit qu'il y a la position en cours. On demande la nouvelle position. Là, on indique pardon qu'on change de position, puis on a le do move, vous vous souvenez? On a le do move, ça qui est génial, c'est que le do move nous permet de définir comment on va se déplacer. Le do move, si on regarde ce qu'on a mis en place avec notre main caractère, le do move, eh bien, on demande au coordinate inputter. Donc en fait, c'est moi qui demande, mais je sais pas quoi, je renvoie juste le boulot. Écoute, voilà la nouvelle position. Et j'ai un système qui gère ça. Donc vous voyez, comme ça, c'est très évolutif de main. Et puis, moi, je vais faire pareil avec mon ennemi. Donc ici, on va chercher dans mes ennemis. Et dans mes ennemis, j'ai Orca et j'ai Urukai, et ils vont se déplacer à peu près pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un base ennemi là-dessus. On va faire un base ennemi dans l'idée, et ils vont se déplacer pareil, puis on verra après s'ils vont se déplacer pas pareil après. Ok. Et on pourra faire un base NPC par exemple aussi, pour tous les non-player caractères. Donc là, base ennemi, qui va être en fait mon ennemi. Donc ça veut dire que mon Orca, je vais le mettre à côté pour l'instant pour réussir à travailler ça. Je vais zoomer un peu, peut-être que vous ne voyez pas bien. Voilà, comme ça. Je me dis que ce serait quand même plus agréable. Ok, public abstract, voilà. On va dire que c'est un ennemi, ennemi. Très bien. Et on va dire que c'est un base caractère en fait. C'est lui le base caractère. Ok, c'est lui le base caractère. Super. Donc dans le constructeur, en fait, on va faire un gros copier-coller de ça, puis on va le changer après. Vous allez voir. Vous savez que dans les classes abstractes, ce qui est génial, c'est que une méthode abstracte du parent, c'est-à-dire dans base caractère, je ne suis pas obligé de la redéfinir. Ici, si je voulais, je pouvais mettre un abstract et forcer l'enfant à le faire. Okay, et je peux, moi, override celle-là. Vous avez compris, donc si j'ai un parent j'ai 3 niveaux, là je suis à 3 niveaux, donc fois station, pas plus. Donc 2 niveaux de descendance, pas plus, c'est une règle que je me fixe pour niveau qualité de code, et encore, même il y en a qui disent qu'il faut arrêter à un niveau. Et on va dire que mon Orca n'est plus un ennemi, mais mon Orca est un base ennemi. Ok, parce que là, vraiment, au niveau substitution, on est sûr et certain qu'on respecte bien. On respecte bien tout le principe ici, live point, etc. Do move, c'est parfait. On verra si le do move, on a besoin. D'ailleurs, c'est une question à se poser. Après, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire de l'orca si on a des bases ennemies? Bon.
Ça, on verra plus tard. Donc, ici, on a notre base d'ennemis. Et on va pareil avec l'Urukai. L'Urukai, je vais le mettre ici. Et je vais dire que mon Urukai est un base ennemi. Base ennemi. Ok, très bien. Ça, c'est cool. Bah, là, c'est bon. Donc, bah, ça, on peut enlever. Pour l'instant, on va le laisser. Ouais, on va enlever l'Orca. On va enlever ça pour l'instant. Et on va aller dans l'Urukai. Et on va faire pareil. Il n'y a pas besoin pour l'instant. Voilà. Bon, zut, encore une fois, j'ai oublié de me mettre ma branche, je vais le faire, c'est pas grave, hein. On y va, c'est le but aussi des branches. On va le faire tout de suite. Donc là, move enemies. Voilà, puis on va tout déplacer. Comme ça, on est sûr d'être dedans et c'est cool. Voilà, toutes nos modifs qui étaient sur la base de modification, hein, sur la partie staging de l'index. Ok, donc Git. Donc là, bah, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va les prendre à random. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend le random ici, region. Mais, alors, je vais vous montrer. Soit on peut faire... on va prendre fields, and... Et cette possibilité-là, and region. La private static random. Random. Voilà, random. Ok, et ce random va me définir où il va partir. Donc, bah, en fait, c'est une règle de 1-1. J'ai juste besoin de savoir ma position en cours. Faut pas que je donne une nouvelle position, sinon il va spawner comme ça. Un book, ouais, il va spawner, il va se déplacer comme ça. Ça va pas être très joli. Ce qu'il faut, c'est par rapport à ma position, je vais sur à gauche ou à droite. Ok. Donc là, je vais me déplacer. Je vais me déplacer comment? Eh bien, je vais me déplacer sur la partie. Bah, je vais prendre un random. Donc, je vais faire int next x. Donc random.next entre 0 entre moins 1 et 2. Donc ça va me permettre de définir est-ce que je vais à gauche ou à droite. Et ce qui est super en fait, ce qui est super, c'est pas ce qui est super, ce qui est pratique, c'est de lire la documentation. D'ailleurs, ce qui est super aussi, puisque la documentation est bien faite, regardez, integer greater than or equal mean value on less than, hein, pas than equal. Donc ça veut dire qu'ici, if mean value equals max value, mean value is returned. Ok, donc ça veut dire qu'ici, ben, moi je vais entre moins 1 et 1, donc il faut que je mette 2. D'accord? C'est cette idée-là. Et donc là, je vais mettre un next y. Super. Et donc normalement, en fait, ben, c'est tout. J'ai juste à faire ça. Ici, je vais avoir un return de new vector 2D. Ok. Je vais pas prendre ça, je vais prendre qui? This.currentPosition. .x plus next x. Et this.currentPosition. .y next y. Voilà. Donc dans l'idée, ce serait ça. Mais vous allez voir, on va avoir un souci, puisque en fait, on va pas pouvoir se déplacer plus. Donc il y aura plusieurs endroits où on va définir les règles, le cadrage. On en parle après. Déjà, on va tester, voir si ça fonctionne. Ce serait quand même génial. Hein. Voilà, quelle direction? On va à droite. On va à droite, on va à droite, on va à droite, on va à droite. Ah, bon là, pour l'instant, c'est très bien, mais on n'a pas fait déplacer nos persos. Ouais, donc c'est normal, ils ne bougent pas. Mais l'opération est prête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il nous reste plus qu'à faire quoi? Eh bien, il est où mon main character? Il est où mon move? On va retourner dans move. On va chercher le move. On va faire l'update ici. On va dire, ok, ma référence d'update, là je vais la chercher. Je vois que c'est dans mon programme. J'ai un game update et j'ai un main character update. Voilà. Donc là, j'ai mon main character update. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que juste avant, je vais prendre l'ensemble de mes ennemis et je vais les déplacer. Donc l'ensemble de mes ennemis, je vais déplacer. Donc pour avoir les ennemis, soit je demande à mon ennemi spawner d'aller déplacer, soit ce qui serait bien, c'est d'avoir ma liste aussi d'ennemis. Comme ça, je ne vais pas demander à mon spawner. Mon spawner, sa responsabilité, c'est d'aller, c'est que je définis, hein, c'est d'aller poser quelqu'un et c'est tout. C'est pas lui de se déplacer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre une liste d'ennemis. Donc là, je vais prendre une liste d'ennemis. Public list of i enemy en base ennemi. Bon, i ennemi, ça marchera très bien aussi. I ennemi, ouais, mais non, je vais faire base ennemi. Vous allez voir pourquoi. Et on va dire que donc du coup de tous mes enemies, voilà, get private. Ok, cette liste là, ce qu'il faudrait, c'est que je puisse avoir ma liste, parce qu'en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. This.baseEnemy, donc enemies.forEach de item.update. Voilà, c'est ça que je cherchais à faire.
Ok. L'inconvénient, c'est que je puisse récupérer, en fait, quoi. L'inconvénient, j'ai envie de récupérer ça. Eh bien, ça tombe bien ici, regardez, je récupère ma liste. D'accord? Donc, bah, on va changer, on va mettre une liste ici, puis on va pas faire un for each, c'est pas grave. Bah, on va faire un for each de l'autre côté. List, voilà. On va prendre ici un for each enemy, this.enemies, et on va faire item.update. Voilà. On va refactor ça. CTRL RR ennemi. Voilà, c'est très pratique ça. Et là, bah, en fait, mon spawn des ennemis, il me ramène ma liste. Donc this.enemy reçoit et j'ai ma liste d'ennemis. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, écoute Evan, je t'ai ramené un base caractère. Ah oui. Donc en effet, c'est un base caractère. Base caractère. Voilà, ce qui nous revient même là sur la partie update. Hein, on a quelque chose qui est assez propre là-dessus. Ouh, on va aller voir ce que ça a donné. Et ça se trouve, ça a planté dès le début. On y va. Ah voilà. C'est normal, hein, parce que il se déplace une première fois et index, boum. Ok, donc bah voilà, on arrive directement souci. Alors on va retenter. Ouais, niveau stat que aussi ça. Alors je vais retenter quand même. Ce serait quand même pas mal. Ah non, il veut pas. Donc mes persos vont se placer. Et puis bah, du coup, il y a un premier update. Voilà. Et donc du coup, si j'update mes personnages et après j'affiche ma grille, bah voilà. Ok, donc bah là on est un peu bloqué. Donc bah va falloir qu'on aille ensemble se dire, ok, mon ennemi, il va falloir qu'il définisse ici une position. Et cette position va dire, ok, si je suis bah, dans une borne qui est supérieure, bah, il va falloir que j'affecte une nouvelle valeur. Donc bah, c'est là où on va définir ensemble. Donc ce qu'on va s'amuser à faire en fait, alors juste avant je suis allé sur le default game là, et je vois que nous avons ici pas mal d'infos qui nous dit, écoute, default game, static game peut être nullable, donc là on va dire nullable, on va dire que toi aussi t'es nullable. Ok, il me dit quoi? Main character non nullable alors que nullable. Main character, on va aller voir. Main character. Et le default game. On va voir cette référence et où je l'affecte. Alors, ok. Donc là, on est là. On a là. Donc du coup, mon main character, il peut être nullable. Même s'il ne devrait pas, il peut l'être nullable. Ici, get de mon e-game. Et oui, parce que j'ai dit que mon main character était... Ok, non, pas d'interrogation, s'il te plaît. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il reste l'ennemi et main grid. Tiens, d'ailleurs, on a oublié de rajouter un truc. Un caractère ici, voilà. Main grid, ça sera pareil. Parce que main grid est potentiellement nullable. Parce qu'on initialise au démarrage, mais pas... C'est au start, donc clairement. Ok. Et donc, pareil, il me faut ma liste d'ennemis. Donc, elle, ça va être pareil. On va le mettre dans mon interface de mon game. Voilà. F12. Ok, ça on va le mettre là. Get, voilà. C'est un petit peu ça. Et ma grid, ça va être pareil. Bien pensé à la partie nullable. C'est quand même bien pratique pour avertir le développeur. Alors de base, ou la développeuse qui utilise mon code, de base, on peut ne pas l'utiliser. Hein. Mais c'est quand même pratique pour la détecter. Le but étant, vous savez, hein, c'est cette partie-là. Hein. Je pense que vous le savez. Mais si vous ne le savez pas, ça fait depuis .NET 6 à .NET 5 qu'on gère ça. Hein, on va détecter en fait le... je sélectionne n'importe lequel. C'est celui-ci, là. Hein, nullable. Ok. Très bien. Donc, on y va. Là, c'est bon, donc on a corrigé ça. Donc là, fit... Non, refacto nullable in game. Ok. Et fit add or base ennemi. Ok. Très bien. Donc là, mes ennemis...
Donc là, on s'assure que tout est OK. Puis vous avez vu hein, ce qu'on appelle les type guards. Il existe la même chose d'ailleurs en TypeScript. C'est que là, il est capable de détecter en fait le compilateur que là, c'est potentiellement nullable. Si je vérifie, ben là, au moins, je suis sûr que ce n'est pas nullable. Même s'il me le montre hein, du point de vue point d'interrogation, mais en fait, là, il a détecté que ça l'est plus. D'accord. Donc c'est ça qui est un point aussi qui est intéressant quand on gère toute la partie nullable. Ok, donc j'en étais où moi? Ce que je vais faire en fait, c'est que dans mon déplacement, ce qu'il faut, c'est que je connaisse en fait, chaque personnage va connaître en fait les limites de déplacement. Il va les connaître, mais il ne connaîtra pas la grid. Sauf que c'est la grille qui connaît les déplacements, qui connaît les limites. Donc pour ça, en fait, je vais aller travailler sur une partie dans ma grid. Elle est où ma grid? Grid. Elle est où? On va aller sur le main default game. On va aller sur la grid. Voilà. Elle est où ma main grid? F12. On va aller là, voilà. Donc elle a défini init in update, c'est génial. Avec l'initialisation, c'est super. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va lui mettre une interface qui va nous donner les bornes minimum et maximales, donc le nombre de rows et le nombre de colonnes. Et il va imposer cette partie-là. Vous allez voir. Donc ici, je ne sais pas où elle est, je la recherche, elle est dans grid. Et je vais rajouter une interface qui va définir les limites. Donc là, on est dans la partie modèle, c'est parfait. Dans ma grid, je vais rajouter ici une interface. Comme ça, je ne saurais pas que c'est main grid. Qui va être i, donc game limiter, quelque chose comme ça. C'est l'espace, hein, autrement area. Limit area, ouais. Limit area. Voilà. Et donc à partir de là, celle-là, donc c'est une interface. Je vais aller imposer public cette interface. Donc to get max call, max row and max call of the game area. Voilà. Donc on est bien sur un mode 2D. Hein. Ok. Limit area, d'ailleurs c'est limit area 2D. Contrôle RR. Limite 2D area. Voilà. On va faire un contrôle point virgule. Est-ce qu'il l'a changé? Oui, il l'a changé là, c'est super. Donc c'est parfait. Et là, on va aller imposer donc un int max rows avec un get. Et normalement, si c'est malin, oui, super. Il n'y a pas besoin de mettre de libellé là-dessus, je crois que c'est assez clair. On va revenir sur notre grid. Notre grille, on va dire, écoute, tu vas respecter ce contrat-là, s'il te plaît. Tu vas m'imposer deux méthodes, deux properties. Ok, tout à la fin. On avait déjà NB row et NB columns. Donc vous voyez, en fait, en soi, on peut très bien, plutôt que max row, on va aller renommer ça. Parce que là, ça me va très bien comme nom. NB row. Et NB column. Voilà, on va respecter le contrat. Et comme ça, en fait, à travers le base caractère, on ne verra que le illimit de DRA. Area, pas area. Ok, c'est cette idée-là. Comme ça, on ne sait pas qui c'est. Ça peut être n'importe qui, en fait. Ça pourrait être une autre classe qui serait dédiée pour ça, pour nous donner une limite, même si on a une grille. Voilà, en fait, on se découple totalement. Donc, lors du caractère ici, hein, on commence à en avoir un petit peu beaucoup. Notre base caractère, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rajouter ici dans mon constructeur. Cette partie-là. Donc, ça va 1, 2, 3. On en a 3. On va rajouter juste un quatrième. Et donc, limite de DRA. Voilà. Ok, bah pareil, vous voyez ici, on a fait une petite erreur de conception. Vous le sentez peut-être. Il faudrait un illimit area et avoir un contexte de limitation qui me dit comment aller valider. Si vraiment on veut aller au plus loin, en fait, c'est des petites astuces comme ça hein, qui permettent de détecter en fait ce qui va pas dans le code. Dès qu'on met des systèmes comme ça, 2D, 3D, alors qu'on sait que le moteur il pourrait passer d'un monde 2D à un monde 3D, comment on ferait à ce moment-là? On va être complètement bloqué. Là, on a une spécialisation qui est déjà forte, 2D area. C'est un risque. Donc en fait, l'idée c'est plutôt d'avoir en fait un limit area avec un système de contexte, donc c'est le pattern state hein, qui va pouvoir le définir, ou même avec un design pattern de stratégie qui va définir en fait la stratégie de comment je vais savoir pour valider comment je vais pouvoir valider en fait cette limite area. Eh bien, c'est suivant le contexte qu'on va me donner qui va me définir en fait si c'est 2D ou c'est 3D. Est-ce que je suis dedans, en gros, mon milieu, quoi, dedans mon area. Et c'est limite area va être celui qui va aller regrouper ça. Je vais faire un schéma pour expliquer ça. Je vais ouvrir une fenêtre
privé, voilà, Excalibro. Ok, voilà. Donc dans l'idée, ça serait ça, c'est qu'on va faire une limite area. Bon là, je vais pas aller jusque-là, mais juste pour vous expliquer. Et en fait, on aurait un contexte. Ce contexte définirait en fait. Contexte. Il définirait ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'on aurait comme contexte? On aurait potentiellement dans le contexte soit 2D, soit 3D. 2D, soit 3D. En fait, tout ce qui change, je l'externalise. C'est la règle. Tout ce qui change, je l'externalise. Et donc ce contexte, ça peut être l'un ou l'autre. Je vais respecter le même contrat. D'accord? Et suivant ça, c'est lui qui va me définir. Donc il y aura une méthode ici qui dira... Il y aura une méthode ici qui dira, par exemple, is in... quoi, is in context, quoi. Is in area. Is in... Tout comme ça, quoi. Et cette méthode-là va me définir. Alors pourquoi je le fais pas là? Parce que l'idée, c'est pas non plus de tout faire, hein, mais c'est pour vous montrer jusqu'où on peut niveau refacto, et c'est aussi montrer comment on peut détecter, hein, smell code, comme on dit, détecter en fait ce qui est potentiellement problématique. Et donc là, on aurait une méthode qui pourrait par exemple isIn aussi, et qui verrait selon le contexte, eh bien, je passe en 2D ou en 3D, et donc je passerai ce contexte-là à lui. Vous voyez l'idée? Donc c'est le pattern état qui va être très pratique là-dessus, et on peut faire une stratégie par rapport à cet état-là. Ça peut être vraiment pratique. D'accord? Vous voyez l'idée? Donc on va changer le contexte, et suivant ça, il donnera le même résultat. Du point de vue visibilité, mais nous, on ne regardera que cette partie-là. Vous voyez? On ne voit que cette partie-là. Je ne vois que les limites arrière. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui va arriver, en fait, que vous allez sentir, dès que vous allez spécialiser un peu trop votre classe, ça se ressent. D'accord? Ok. Bon, nous, on va laisser ça comme ça, à cette étape-là, mais voilà, pour vous donner une petite piste de réflexion. Donc là, on va renommer. Là, pareil, attention, on commence à avoir trop, donc attention à ce qu'elle est toujours cohésive. C'est la question à se poser toujours quand on avance. Et donc ici, limite 2D area. Voilà. Alors, là, on va faire un contrôle point virgule. On va le mettre en champ. Il n'y a pas besoin de l'avoir en extérieur. Donc, il l'a mis là-haut, c'est super. Et ce qu'il l'a mis dans la partie feed, c'est génial. Hein, le système intelligent là-dessus, quoi. Entre guillemets intelligent, c'est pas intelligent, mais le système qui était codé est vraiment bien. Et donc, dans mon main caractère, je vais devoir... Ça, c'est le problème, hein, ici. Donc, on va commencer à avoir une petite phase de refacto ici. Voilà. Donc, ça va, on n'en a pas trop. On va rajouter limite area, qu'on va passer à limite area. Ça, c'est super pratique. Voilà. Et puis, on va faire pareil pour qui? Bien, nos amis pour la vie, c'est-à-dire nos ennemis. Donc, on a le base ennemi. Voilà, le base ennemi, on va lui rajouter pareil. Pif. Et là, normalement, il va être sympa. Yes, il me l'a trouvé. Est-ce qu'il va comprendre? Oh là là, c'est trop bien, ça j'adore. Voilà, ça c'est un gain de temps. C'est tout con, mais qu'est-ce que c'est pratique. Ouais, dans leur cas, ça va être pareil. Oui. Oui. Qui est bonheur. Oui. Bon, par contre, il fait pas... Le gars qui va se plaindre. Il fait pas nom de Dieu. C'est quel dommage. Il fait pas l'usine. Mais bon, ça c'est normal au cas où si on s'est goré. Olokai. Ah, c'est un truc que j'aime pas moi en C-Sharp. C'est l'un des rares trucs que j'aime pas dans C-Sharp. C'est vraiment cette idée qu'on doive redéfinir les surcharges. En fait, si c'est le même, pourquoi redéfinir? C'est vraiment un truc... Voilà, bon là il a fait tout seul, c'est super. Ok. Ah, on est obligé de redéfinir ça. En soi, si c'est le même, j'ai pas besoin quoi. Je trouve que c'est lourd ça, pour pas grand chose, vraiment pour pas grand chose. Ça amène plus de laideur. En plus, pour expliquer quand on est en formation, c'est la partie où ça bug. Je sais que c'est la partie où ça bug. On l'a pas du tout par exemple en TypeScript, JavaScript, clairement. Clairement, en fait, s'il n'y a pas besoin de définir, on regarde le parent. Et donc du coup, il n'y a pas besoin d'écrire super. Ça, c'est pratique. Ok, donc là, on a le déplacement. Et grâce à ça, on a notre limite. Alors, on a fait une petite erreur de conception, c'est pas grave. Ici, en fait, ça va pas être un base. Et ça va pas être un private, puisqu'en fait, je vais accéder. Mais je vais quand même garder le principe que je n'ai pas envie de le montrer, mon private. J'ai pas envie de rendre accessible le setter. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais virer cette partie-là. Je vais virer cette partie-là. Je vais gagner autant de temps à le faire, vous allez voir. Et là, je vais faire un contrôle point virgule et je vais faire créer affecter la propriété. Voilà. Ce qui va être sympa normalement, c'est qu'il va me le mettre dans la bonne partie. Oui, c'est ça. Il me fait un get où vous mettez get init, hein, ce qui revient même. Ça y est, on a notre limite area. Et du coup, on va me le mettre en protected. Parce que je ne veux pas y accéder extérieur. Voilà. Mais par contre, mon enfant peut y accéder. Donc là, ici, on va se mettre dans le base caractère.
Voilà. Et dans mon base ennemie, eh bien, on va définir. Donc là, on a la nouvelle position. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller sur notre vecteur 2. Vous voyez ici, on était sur notre caractère ici. Et on va aller définir que notre vecteur 2, on va tenter cette approche-là, on va lui proposer une méthode, void, clamp. Et on va prendre donc du coup ici le max, int, donc max row, nb row, int nb calls, donc c'est max, on va dire max rows et max call. Et zut, j'ai mis un point virgule, voilà, virgule, public, ok. Et on va dire quoi? Bah, if this.x est inférieur à 0, à ce moment-là, eh bien, this.x reçoit 0. OK. On va faire la même chose avec la partie y. Voilà. Et bah, on va faire pareil avec l'autre côté, c'est-à-dire que si on a dépassé la borne, donc là, on peut utiliser le mat point qui fonctionne très bien là-dessus. Vous voyez, c'est assez long à faire. Donc là, blablabla, etc. Ce qu'on peut faire en fait ici, c'est qu'on peut utiliser un mat.point. Donc on va faire ici this.x reçoit un mat.clamp, cette idée-là. On va prendre la valeur en cours. Donc notre valeur en cours, c'est quoi? C'est notre x, this.x. On va prendre la valeur par défaut, c'est 0. Et la valeur max, bah, ici, c'est max rows, moins 1. 1 max rows. Voilà. Et on va prendre y, ça va être pareil. Moins 1, hop, et ici, moins 1, voilà, et max, donc x c'est max calls, vous voyez, on va quand même y gagner en lisibilité, et là ça va être y. D'accord? Donc ça va être cette idée-là, et donc comment on l'affecte? Eh bien, on est tranquille. Donc ça veut dire quoi? On va mettre une region, public methods, voilà, aïe aïe aïe, youpi. On va se remettre sur notre base ennemie. Et donc là, quand on l'affecte, on va faire new position.clamp. Avec, donc du coup, il nous faut notre valeur initiale, notre valeur max, eh bien on l'a, c'est this.limit area. Donc, s'il te plaît, arrête de... Non mais, et nb rows, virgule, calls, et this.limit nb colons, voilà. Et donc, ici, bah, on va tester cette idée-là, hein. On va se mettre là. Et donc, normalement, ça permettra de mettre à jour notre position. On y va. C'est parti. Alors, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et oui, je pense que j'ai pas mis à jour cette partie-là avec mon fabrique ennemi. Ouais, yes. Donc là, ici, il me faut un fabrique ennemi. On va prendre ici un i limit area. Limit area. On va le passer ici. Voilà. Tiens, mon ami. Tiens. Ah, ça vibre, ça vibre. Mon téléphone, je l'ai enlevé, ça va être moins dérangeant. Ok, ça c'est bon. Et donc là, on a un main caractère. Et oui, donc là, bah, ça va être pareil. On va prendre ici un i limit 2d area. Voilà, lui il est injecté. Ce qui est génial, c'est qu'on va le passer à qui? À notre ami, notre main caractère. Voilà, on y va. Il y a quelque chose d'autre que j'ai pas vu. Là, c'est sur mon starter. Bah oui, normal. Alors, ma grid, on va la remonter d'un cran. Voilà. Et ici, on va dire, OK, toi, je vais te passer donc ma grid. Donc, c'est ma fabric grid. On va se retrouver
On va se retrouver en difficulté. Eh bien, ça va nous faire changer un peu notre approche. Pourquoi pas? Donc ça va pas être notre grille en fait qui va donner la responsabilité, même si la grille peut le proposer ici. Eh bien, notre grille, on va aller ramener ici un i-limit. Et donc, on va les proposer ici dans notre grille un délimiteur. Donc, on va aller créer un délimiteur ici. Donc, 2D limit area. Et c'est lui qui va définir les règles. Voilà. Pourquoi tu m'as mis un underscore? Ok. Ok. 2D. Ah oui, c'est que t'aimes pas avec le D. Voilà. Et renommer le fichier. Ok, on va dire que tu respectes ce limit area. On va lui imposer de respecter ça. John, on pourra même aller chercher du côté settings, hein, c'est pareil, ça va être super pratique. On pourra chercher settings et c'est lui-même qui va initialiser notre grille. Vous allez voir, ça qui est bien aussi. Voilà, on va faire un public, comme ça on a encore plus découplé et puis ma foi c'est vraiment avantageux comme ça. Yes, donc notre limit area, ici on va renvoyer, pour l'instant on va renvoyer ici la valeur. On avait dit, je vais regarder dans mon fabric grid. Voilà, mon fabric grid, et je vais regarder dans mon starter, fabric grid. Ok. Et create one dans mon truc game, voilà, dans mon default game, j'ai un create one voilà, avec 10. Ouais, ici les valeurs là, bah, en fait je vais pouvoir les découpler comme ça va être beaucoup plus pratique. Donc ça c'est impeccable. En fait en sortant comme ça c'est beaucoup mieux. Donc là ici pour l'instant bah, on va renvoyer 10 et 10, mais ça vous voyez on peut le changer, on peut prendre les settings, on peut aller chercher les valeurs dans les settings. Donc ce limit area 2D, on va aller le passer à notre grid. Et donc, il n'y aura même plus besoin du create one. Ça va être pas mal. On va prendre ici un i limit area. On va pouvoir refactorer ça. Voilà. Ici, ça va être limit area.nbrow, limit area.nbcalls. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le reste ne change pas. Très bien. Sur mon console ici, sur ma grid, j'ai besoin d'un i-limit area. Donc là, je vais le prendre là. i-limit area. Je vais prendre un new limit area. Voilà. Et puis je pourrais passer les settings, etc. Ouais, l'idée, c'est ça qui va vraiment être pratique. Et donc là, je vais pouvoir aller passer, donc, du coup, mon limit area 2D. Voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Mon fabric main caractère, il a besoin de qui? Ben, il a besoin de ce limit area 2D. Ok, donc ça on va le mettre en dessous pour que ça ait un peu plus de visibilité. Voilà. Ok, et pareil pour mon spawner. Donc qu'est-ce que c'est là? Ouais, voilà. Et c'est bon. Dans mon create one, il faut que j'enlève ça. J'ai plus besoin. C'est plus sa responsabilité de définir le game. J'ai une limitation. Ok, ça c'est cool. C'est pas mal. Donc il y a une refacto ici. Use a specific class to delimit size of the grid. Voilà. Ok. Youpi. On y va, on va faire un F5 et on va tester notre perso qui va se déplacer. Mais surtout, allez, il passe pas 3 heures, voilà, on va faire 1, on démarre. Et voilà, ça y est, donc on a notre vecteur 2, on va faire ça. Là, on va faire F11, oui, on va dans clamp. Mon X est égal à 3, mon Y est égal à 9, donc ça c'est bon. 3, 9, c'est impeccable. Bah, tiens, je vais me mettre là, ce sera encore mieux. Ok. Ok. On va regarder pourquoi. Donc là, si on regarde la partie ici, on est là. All position 3, 8 et 12, 17. Voilà, donc c'est ça qu'on va regarder.
Et en fait, c'est qu'ici, je fais l'addition avec ce que je renvoie comme vecteur. Donc évidemment, ça marche pas. Puisqu'en fait, je fais déjà l'addition ici. Vous avez vu où est le problème? C'est que là, je fais déjà l'addition dans mon move. Donc en fait, je fais 2 fois le déplacement. Donc évidemment que ça a pété. Donc c'est pas ici que je dois faire le clamp. C'est pas là que je dois faire le clamp. Et c'est pas ça que je dois renvoyer. Ici, je dois renvoyer simplement mon X. Puisqu'en fait, je le fais déjà en haut. X et Y. Voilà. Tout simplement. D'accord, donc je vais renvoyer ça. Là, c'est le boulot. En fait, en fait, ce que je fais exactement pareil que mon main character. Je fais exactement que mon main character qui, lui, demande à l'inputter qui renvoie un get one, vous savez, qui est renvoyé -1 ou 0 ou 1 ou 0, etc. Quoi. Bref, de -1 à 1. Et là, ben, on fait pareil là. Donc ça veut dire que par contre, c'est lors du main character, c'est lors du move de mon base caractère que là, je vais prendre this.currentPosition.clamp avec un this. Limite area de d.nBrow this.limite area de d.nbcalls. Voilà. Et on va se mettre ici. On va enlever tous les points de debug, contre Shift 9. Et on va se mettre là. Et je pense que ça sera mieux. Ok. On y va. Démarrer une nouvelle partie. On arrive là. Donc là, on a un current de position qui est à 4,1. Donc c'est bon, ça change rien. On a toujours la position 4,1. Ok, la current de position c'est 5,1. C'est impeccable. 3,3, c'est impeccable. Ah, et là, on a un set index. Alors qu'on ne devrait pas. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Hein. 10, 10, pourtant on a bien. Current de position, on a 4, 10. Ah, mais oui. 4, 10. Et donc mon clamp. Pourtant j'ai pris 10 -1. Hmm. Mhm. Mhm. Nouvelle position 4 à 9 et nouvelle position 4 à 10. Ah oui, tu devrais pas dû aller à 10. D'accord, donc il y a quelque chose que j'ai pas bien vu, mais je pense savoir ce que c'est. Ok, on y va. Pouf. Alors, current position, là, c'est 5, 9, impeccable. Current position, c'est 5, 9. Donc c'est bon. Vous voyez, plutôt qu'aller regarder tout, ce qu'on peut faire ici, c'est que vous mettez ici une condition. Hein, parce que autrement, c'est embêtant, je trouve. Hein. Et on fait this.currentPosition. Alors, par contre, faut pas se mettre là. Voilà, ça va être ici. Notre règle, avant exécution, vous mettez une condition. Et comme ça, vous pouvez mettre les conditions qui vous intéressent. Condition currentPosition.x est inférieur à 0, par exemple. Ou this.currentPosition.x est supérieur à égal à this.limiteArea.nBcall, par exemple. Vous pouvez faire ça. Donc ça, c'est très pratique. Et on peut faire... d'ailleurs, il n'y a pas besoin de ça, mais où on va faire pareil avec Y. nBrows. Y. Voilà. Vous faites entrée, fermée. Et là, si vous faites F5, vous arrivez sur la zone qui est intéressante, c'est-à-dire que mon current position, voilà, là je suis à -1. Donc tous ceux qui n'ont pas respecté les conditions, je suis pas en debug. Donc là je suis à -1. Donc normalement quand je rentre dedans, oui, j'ai bien ici un X qui est à -1, mon X repasse à 0. Bah ouais, c'est pas bien les copier-coller. Comme d'hab quoi. Voilà, bon avec un test inter ça passerait beaucoup plus facilement, on l'aura vu tout de suite, d'accord? Donc là on passe à 0, c'est bon. C'était juste pour ça. Ok, je vais arrêter mon programme, je vais le relancer. Bon, là, ça va dans la console, donc la mise à jour se fait. 1, pouf. Donc là, ma current position, je suis à -1. Donc ma current position ici, maintenant, va être à -1. Tiens, tiens. Intéressant, hein, vous avez vu? C'est intéressant, parce que là, en fait, si je me remets là, ma current position, elle est à -2. Normal, hein. Je vais là, oui. Je passe à X.
je passe à Y, donc 0Y, ok. Donc le X qui est là. Et quand je sors de ma position, ouais, vous l'avez, je reste toujours à -2. Vous l'avez pourquoi? En fait, ici, je modifie ma position, mais en fait, quand je fais le clamp, je reçois pas la mise à jour, en fait. Donc du coup, ici, là, en mettant un jour comme ça, c'est une struct. Donc c'est le problème. La struct fait la copie, et vu que je renvoie pas... Alors, là-dessus, tu vas pas aimer sur quoi? Initialisation, le pattern signé, this, voilà. Donc en fait, quand on récupère l'objet, bah, on va le cloner. Donc il y a deux pistes. On va prendre la classe, mais à ce moment-là, notre X ici, il est bloqué. D'accord, parce qu'il est en init. Vous l'avez, ouais, il est en init. Et donc, bah, on est bloqué là-dessus. C'est notre record. Donc, pour ce faire, en fait, l'idée, ça va être de transformer, en fait, notre clamp ici pour qu'il renvoie le clone. Je vais vous expliquer. Donc si on le met en vecteur, regardez, si on met notre vecteur en classe, l'inconvénient du vecteur classe, c'est que ici, les valeurs qui redéfinissent notre record class, eh bien, ce sont des valeurs qui sont en init. Il faut vraiment les voir comme valeurs initialement mises à jour, et après, c'est fini. On ne peut plus. Donc on va bien laisser en struct, mais l'inconvénient de la struct, c'est qu'en fait, il faut voir ça comme une struct, c'est pas du tout même emplacement niveau mémoire. On n'est pas du côté référence. Donc c'est-à-dire qu'ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est plutôt renvoyer. Une fois qu'on a mis à jour notre x et y, on va renvoyer notre vecteur. On va le renvoyer. On va faire un return de this. Quand on va renvoyer notre vecteur, en fait, on renvoie la nouvelle mise à jour. Quand on fait this x, y, on renvoie la nouvelle mise à jour. Ce qui va permettre, en fait, dans notre, ici, current position, il suffit après de l'affecter. Regardez, this.current position reçoit la nouvelle. Et là, vous allez voir, ça va fonctionner. On récupère la nouvelle. Parce qu'en fait, chaque struct, dès qu'on crée la valeur, dès qu'on la renvoie, en fait, on renvoie un clone de celui-ci, puisqu'on n'est pas du tout sur le même endroit de la mémoire. D'accord? On va tester ça tout de suite. 1. Voilà, on y va. Bah tiens, on a une current position qui est à 2 moins 1. On fait un clamp. Et donc, du coup, là, on va arriver à 2, 0. Super, ça fonctionne. On va avoir une position qui est à 10, 6. On doit être à une position 9, 6 après. Super, c'est impeccable. D'accord, vous voyez 7 moins 1, on est à 7, 0. OK? Et voilà, c'est bon. Nos persos ne vont pas être altérés. D'accord? C'est pas mal, ça. Voilà. Alors, on est où? On est sur le X. On va se déplacer à D. Voilà. Et vous voyez, on les voit se déplacer. Ils se déplacent en diago. Voilà, donc... Ah, il y en a un d'autre. Séquence no contains element. What? Bah tiens. With this. Ah, bah, je l'ai pas pensé, ce test unitaire. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un autre fighter? Caractère, j'en ai qu'un. Et pourtant, verify fight. Ah bah d'ailleurs, c'est pas first. Count. Et oui. Donc du coup, ici, ça va pas marcher. Hors default. Voilà. Parce que bah on peut ne pas en avoir un. Ok. Voilà, on va refaire, c'est sympa. On va le voir là. Donc notre X, on le voit. On va sur la droite, on va sur la droite, on va sur la droite, on va sur la droite. On voit que, regardez, on les voit bien se déplacer. Et ils choisissent leur chemin aléatoirement. Voilà, c'est cool, non? Et moi, bah, hey, vous avez vu, je suis toujours bloqué là. Depuis tout à l'heure, je fais des... mais, je vais peut-être aller en bas, hein, ça peut être pas mal. Voilà. Est-ce que je vais réussir à en choper un? Après, bah, on pourrait faire un système qui de temps en temps il bouge pas, etc. Q, Q, voilà. Ah, on n'arrive pas à rencontrer. Ah, l'aléatoire, il est. C'est marrant. Voilà, et là, je suis mort. Ok, c'est bon, on a fini. Fit. Fix. Stay in 2D area. Voilà. Move enemy. On a tout bon. Et en fait, bah, ce qui est génial, c'est qu'on a réglé aussi le problème directement pour le personnage principal. Grâce à ce système-là, vous voyez? Ça, c'est génial. On est tout bon.
On est tout bon. Je regarde le temps. OK. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dans mon base caractère. Et c'est bien ici que j'ai défini. J'ai fait mon clamp. Et donc, comme ça, après, derrière, bah, j'ai défini mes règles. Et tout est tranquille. C'est bien à la current position de le faire. Et je le récupère. Ma nouvelle position me donne ma nouvelle. Et là, je la mets à jour. Et je la renvoie. Et comme ça, en fait, je sais où je dois me placer. OK? C'est pas mal, non? Et ça, c'est pour tous les personnages. Sauf que chacun a sa façon de me dire comment il récupère la nouvelle position à partir de celle où je suis. Ça va là-dessus? Ok, donc ça va faire à peu près 40 minutes. Allez, on va finir sur ça, sur un dernier point. On va aller préparer notre base de données. C'est ce qu'on va commencer là maintenant. Bon, bien sûr, on fera ça par la suite, la prochaine fois. Ok. Allure. On y va. Donc, bah, pour ça, on a... Bah, c'est bon, on a commit. Donc, move enemies. On va se remettre sur le master. Voilà. On va se mettre ici. On va faire fusionner dans la branche actuelle. Oui. C'est super. Et on va envoyer ça. OK. Alors maintenant, on va créer une nouvelle branche. Nouvelle branche. On va supprimer celle-là, puisqu'on n'en a plus besoin. On va créer une nouvelle branche. Cette nouvelle branche, qu'est-ce qui va être intéressant pour nous? Bah, du coup, ça va être prépare to save, current game. OK. Donc pour ça, on va aller travailler la partie base de données. Donc pour ça, dans la partie base de données, on va aller dans la partie infra, c'est une partie base de données, et on va aller sauvegarder. Vous allez voir, on va mettre en place un système où ça va être le game qui sait se sauvegarder. Hein, on a un update, mais qui sait aussi se sauvegarder. Et on peut faire exactement ce qu'on voit dans les jeux vidéo aujourd'hui, par exemple. Se dire que bah, c'est tous les X temps. On pourrait faire un timer qui dit tous les X temps, ça enregistre. Il y a un tick qui fait save, save, save. On peut faire aussi un système qui, à chaque tour de boucle, on enregistre l'état. On peut faire un système qui, après chaque combat, on peut faire un système... Voilà. En fait, ça va être à nous de définir le gameplay, encore une fois, mais là... l'enregistrement, pas le gameplay, mais les règles d'enregistrement. Mais pour ça, il faut déjà qu'on construise ça. Donc on y va, on va rajouter ici une partie data. On pourrait même faire une partie, une DLL dédiée. On va rajouter ici notre game DB context. Une partie qui va enregistrer. Voilà. Et là, bah, on va introduire une notion qu'on voit aussi en formation, les fondamentaux. Oula, tout a planté là-haut. Génial. Merci. Sémantique, exécuteur. Ah bah super, bah génial. Grande ligne du document. Ça fait joli ça. Grande ligne de document à planter. Ok, bah écoute, ravi. Ah oui, tout a planté quoi. Merci, .NET. Ok, DB contexte. DB contexte. Et t'es pas capable, j'imagine. Voilà, bah oui, tout a planté. Ok, bon, c'est pas grave. Hein. C'est quoi le P? Pourquoi tu pleures? Ah bah oui. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que je vais aller redémarrer ça. Enregistrer. Pourquoi disque insuffisant alors que j'ai de la place? C'est pour ça que ça plante. Ok, c'est pour ça que ça plante. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier pourquoi. Disque insuffisant. Ah oui, mais je sais même pas pourquoi quoi. Je sais pas ce qui me prend autant de place. Super. Bon, on va tenter d'aller dans la partie téléchargement. Qu'est-ce qui me prend encore? Cette partie-là. Voilà. Cette partie-là. Cette partie-là. Ça. Normalement, ça va. Je crois que là, on va être bien. Je suis en train de supprimer. Hein. Je fais quelques petites mises à jour. On va vérifier je fais combien. Ah oui, 2 gigas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Ok, on est reparti. Sam Journey. Sinon, on n'aurait pas pu avancer, quoi. Eh oui, les aléas, comme on dit, du live, bah là, on les a. Hein. Et on va rajouter Entity Framework Core. Il va nous rester quelques minutes, hein, mais au moins qu'on prépare ça ensemble. Voilà, ça c'est bon. Notre branche a au moins été créée, c'est bon. Super. Ok, ça c'est bon. On est tout bien, c'est tout propre, c'est impeccable. Donc, on va rajouter dans notre partie infra. Elle est où notre partie infra? Voilà, notre data, c'est super. On a bien notre game DB context. Et on va chercher le DB context. Contrôle point virgule. Il va normalement être capable de... J'adore. J'adore. Bon, c'est pas grave, hein. Des fois, il n'a pas envie. On va gérer les packages. Ok. Entity Framework. On va surtout pas prendre le premier, puisque c'est celui EF6. Hein. Nous, c'est pas lui qu'on veut. Nous, on veut Entity Framework Core. D'accord? On va pas prendre la preview.
Parce que regardez, notre infrastructure, elle est en 8. Et donc lui, ce malin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché la 9. Nous, on va bien chercher la 8. La 8, donc il y a la 6 qui était sortie en 9. Hein. La 6 qui est sortie en 9, oui. On va se mettre en 8. On va bien rester dans la même version. Oui, j'accepte. Ok, c'est super. Donc là, on va respecter DB contexte. Et là, toujours pas. Ah bon, mais si, en fait, regardez, il faut le using. C'est parfait. Vous vous rappelez ce qu'il faut faire ici, Region Properties. On va réfléchir à ce qu'on va devoir enregistrer. Alors, ce qu'on va enregistrer, c'est quoi? Normalement, ça va être le game. Donc, on va aller voir dans notre modèle. Ce qu'on va enregistrer, c'est la partie. On va voir si on a tout ce qu'il faut ou s'il faut un objet supplémentaire. Alors, l'état de la partie en cours, c'est quoi? On va enregistrer le caractère. On va enregistrer la grid en cours. Ça peut être bien, hein, comme ça, quand on recharge, tout est fait. Ça peut être vraiment bien. Et les ennemis. Donc on va déjà tester avec la partie du main caractère. On va tenter d'enregistrer le main caractère. On va aller voir ce qu'on peut enregistrer dans le main caractère. Vous allez voir qu'on va rencontrer quelques soucis en fait sur ça. C'est qu'en fait, vu que tout est chargé, là ici on est sur un système qui est un peu plus élaboré au sens que tout est dédié sur la classe en elle-même. Donc en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu d'Entity Framework Core, toute cette partie-là en fait elle ne pourra pas être loadée directement. Hein, il a besoin d'un constructeur de base. Donc, soit on prend un main caractère DTO hein, qui va faire le boulot, soit en fait on va hacker Entity Framework Core pour lui dire écoute, tu vas charger avec mon moteur et moi je vais te dire les règles de comment hacker. Puisque ici notre main caractère n'est pas chargé avec. C'est pas un instancier en moteur automatique d'injection de dépendance. Hein. On est sur un main caractère qui est instancié avec un fabrique. Donc vous voyez, on peut vite rencontrer des soucis là-dessus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partir du principe qu'on va avoir un loader. Et ce loader-là, en fait, c'est lui qui va le créer, donc ça va être la fabrique qui va le faire. Elle va découvrir le DB context et ce fabrique va le donner à notre main caractère. Voilà, donc on aura un saver comme ça. Lui, il ne connaîtra pas le main caractère. Comment on va faire, je vais vous montrer. L'idée du schéma à peu près de ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'ici, on a notre fabrique. On a notre fabrique ici du main caractère. La fabrique du main caractère, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ici un DB context. Ce DB context actuel, hein, c'est le game DB context. Et bien en fait, la fabrique MC ne le connaît pas. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va respecter ici une interface donnée, qui va être save, par exemple, save. D'accord, comme ça, moi, je vais être en faible couplage. Et lui va connaître la fabrique. Et moi, je vais respecter ça. D'accord? Je vais le respecter. À partir de là, en fait, ma fabrique, elle va le passer à qui? Elle va passer à mon main caractère. Et ouais, mon main caractère. S'il te plaît, merci. Mon main caractère. Elle va lui passer en fait. Tiens, c'est à toi. Voilà. Ça va être cité déjà. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on va tenter de faire. Et donc à partir de là, on va être tranquille. Donc on va tenter d'avoir un main caractère. Et on va devoir l'instancier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un main caractère DTO qui va représenter toutes les données qu'on va enregistrer. On appelle ça aussi le main caractère memory. Je pourrais vous montrer ça. Alors il y a plusieurs façons de faire. C'est le design pattern. Refactoring Guru, c'est parfait. Il est où le coco? Est-ce que c'est là? Voilà, c'est le memento qui permet état comportemental qui permet de sauvegarder et de rétablir l'état précédent d'un objet sans révéler les détails de son implémentation. Voilà. Donc imaginez que vous êtes en train de créer un éditeur de texte et en plus de pouvoir écrire du texte, votre éditeur permet de formater, d'insérer des images, etc. Et en fait, l'idée c'est qu'on va essayer de laisser de côté cette partie-là et la solution c'est qu'il va créer un snapshot en fait et c'est ce snapshot-là qui va être enregistré en base de données. Voilà, et on peut même gérer une histoire d'history, de commandes, etc. Ça peut être vraiment très pratique à mettre en place. Le créateur, lui, a accès au memento, mais c'est tout. Donc mon main caractère va me proposer un memento que moi je vais pouvoir enregistrer. Ce memento, c'est celui que j'enregistrerai en base de données. Vous voyez l'idée? Voilà, donc là on a l'état, le memento. Et après, on va pouvoir enregistrer ça. Voilà, lui, il va tout enregistrer. Voilà, ça va être cette piste-là qu'on va travailler. Comme ça, en fait, ma classe en elle-même, elle, elle va juste proposer, voilà ce que tu vas enregistrer. Hop, voilà, je te donne la règle d'enregistrement. Et puis, à partir de là, l'enregistrement, elle, va respecter... l'enregistreur va aller enregistrer que ce qui lui concerne. Ok? Ça va sur l'idée? Voilà. Donc, l'éditeur, créer le snapshot, ici, faire new snapshot. Ce snapshot-là, il va être enregistré en base de données.
Et on aura même un loader. Et donc, c'est ma fabrique qui va alimenter ça. Comme ça, je serai indépendant. Voilà, avec le restore. Je serai indépendant. Et l'un va se charger avec l'autre. Pas mal, non? Voilà, donc on verra ça la prochaine fois, mais vous voyez, on peut vite rencontrer ce genre de difficulté quand on commence à être vraiment sur l'idée où c'est le main caractère qui connaît tout comment faire, ouais, c'est très bien, mais par contre, on est limité quand on veut charger ou décharger, puisqu'en fait, tout le moteur de création va être limité. Je reviens sur mon GameDB Context et on va finir par là. Mon GameDB Context, bah ici, il va falloir créer un game DTO, un game Memento, en fait, qui va être ce que je vais enregistrer en base de données. Ça va être toutes les données. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire là. Donc, mon game DTO, mon game Memento, il va être à côté de mon game. Ici, on va faire un game Memento. Voilà, game Memento. Allez. Et on peut aller plus loin, on peut dire que le main caractère aussi, etc. Donc là, on va faire un main caractère Memento. Bah là, c'est un game. Game Memento. Voilà. Et là, on va dire ce qu'on veut enregistrer. Ce game Memento, bah, dès qu'on veut l'enregistrer, il va falloir nous, du côté base de données, vous le savez, non? Ici, on va gérer donc un prop. On va faire un DB7. Et on va aller construire notre game Memento. Contrôle point virgule. Voilà. Et donc, ce sont nos games. Yeah! Voilà nos games. Voilà, et on est prêt. Alors, on va être prêt presque. Le petit dernier point, c'est que, bah, en fait, c'est pas super là. Puisque on va faire un region internal methods. On va faire un override. Et on va faire on model creating. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le model builder, modelbuilder.entity de game memento. Voilà, on va le récupérer dans un builder, donc memento. On peut aussi gérer des types configuration, hein, j'en parle souvent en formation. Et donc là, mon memento builder, ce qu'il faudrait, c'est faire un to table. Je l'ai pas. Je vais vous expliquer ce que je vais faire après. Je vais me mettre dans le GameDB Context. Voilà. Je vais rajouter ici une partie... Non, une partie relationnelle. Donc là, on va chercher le relationnel. Est-ce qu'on va le voir vite fait? Non. Relationnel. Voilà. Ok, c'est lui. Vous allez voir, il va me servir. Oui, j'accepte, évidemment. MIT. Et donc là, je vais mettre là. Ah! Boulet, je suis allé trop vite. Bah, je vais double-cliquer là. Et... Ouais. C'est que t'as pas voulu, et tant mieux, merci de m'avoir retenu. Relationnel. Faut pas que je prenne la version 9. Faut que je prenne la version 8. Voilà. C'est pour ça que tu m'avais pleuré dessus. J'accepte. Voilà, c'est quand même mieux, non? Ok, relationnel est bien là. Super. Et donc, ici, regardez ce que je vais pouvoir faire. To table. Je sais pas si vous connaissez ça. Moi, je vais même mettre je vais mettre gay. Je sais pas si vous connaissez ça. En fait, quand on travaille avec Entity Framework, il a ce qu'on appelle des conventions de nommage par défaut. C'est tout un ensemble qui nous fait gagner du temps. Par exemple, il sait que l'ID, la plupart du temps, c'était que comme ça. Eh bien, cette règle-là dit que l'ID, c'est la primary key. C'est quelque chose d'automatique. C'est très souvent. On peut l'enlever et dire non, non, crochet, entre crochet key ou ASCII dans ici le Memento Builder, on pourrait dire, ok, la clé, c'est pas celle-là. Eh bien, c'est pareil pour le nom. Le nom de la table qui va être générée en base de données, qui est liée en fait avec notre classe, eh bien, de base, porte le nom de la property. Ici, c'est games. Nous, on veut pas que ce soit games, on veut que ce soit game. D'accord? Donc, c'est pour ça que ici, je prends le game. Et autrement, bah, ça va chercher games. Quand ça va faire le select étoile from, ou insert, ou update, ou delete from, eh bien, ça va chercher le nom de ma property du DB7. Et ça va être problématique. Voilà, bon, on avance, on n'est pas loin, on avance petit à petit. On est en train de mettre en place le système de sauvegarde et on a pensé à un système de memento, c'est-à-dire chaque entité qui va être enregistrée va proposer un objet qui va respecter une interface donnée, qui va dire, ok, tiens, là, voilà, je vais respecter ce contrat, ça, tu peux l'enregistrer. Et c'est les fabriques après qui vont être capables de loader ou pas par rapport à ces données-là. Pas mal, non? Allez, on continue la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. On a quand même amorcé certains patterns, certains design patterns. On a vu une structure, une hiérarchie. On a réussi à faire déplacer nos personnages. Donc en gros, ça y est, la partie, vraiment, on a fini la partie. Et maintenant, on est en train de faire toute la partie sauvegarde de partie. Et après, il faudra faire la partie load. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Et d'ici là, restez curieux, restez curieuse. Ciao, ciao.